Autre sujet qui n'échappe pas au débat, mais qui est toujours à ce jour insoluble. Comment agir auprès des plateformes et des opérateurs afin qu'ils interviennent plus rapidement face au déferlement de haine sur Internet et les réseaux sociaux? Cette question n'est pas nouvelle. La récente loi Avia avait été taillée en pièces par le Conseil constitutionnel. La difficulté, à qui octroyer ce pouvoir de censure et comment garantir la liberté d'expression? Simon Cotier avec Catherine Rougerie et François Bader. Dans les jours qui ont précédé la mort de Samuel Paty, sur les réseaux sociaux, des messages, des vidéos appelant à sa suspension, dévoilant son nom ou son adresse. Une cabale numérique émanant souvent de comptes anonymes qui pourraient avoir influencé son assassin. Dans les affaires de terrorisme, les messages échangés sur Internet occupent souvent une place prépondérante. Depuis maintenant près de plus de 10 ans, on voit les actes terroristes diffusés au fur et à mesure sur les réseaux sociaux et c'est là où ça devient très compliqué pour les victimes parce qu'elles comprennent qu'il y a des appels à la haine. Ce qui est abominable, c'est que les réseaux sociaux continuent de diffuser cette information. Alors comment mieux surveiller ce qui se dit et s'échange sur Internet? En juin dernier, la députée LREM Laetitia Avia présente un texte de loi visant à mieux encadrer les réseaux sociaux et punir la haine en ligne. Mais il est retoqué par le Conseil constitutionnel qui estime qu'il porte atteinte à la liberté d'expression. Une erreur pour cette avocate. Selon elle, une nouvelle loi est urgente car aujourd'hui, il faut en moyenne 4 à 6 mois pour faire supprimer un contenu d'un réseau social si ce dernier ne coopère pas. Aujourd'hui, la loi est tout à fait insuffisante. Elle n'est pas assez rapide. Il n'y a pas assez de responsabilité mise sur la tête des réseaux sociaux. Si vous voulez, aujourd'hui, il faut vraiment de gros moyens pour réellement les voir condamnés. Si jamais, d'eux-mêmes, ils décident de ne pas supprimer un contenu. Le gouvernement souhaite remettre rapidement ce sujet sur la table. Marlène Schiappa entend rencontrer dès la semaine prochaine les dirigeants des principaux réseaux sociaux. Alors, quelle réponse de l'exécutif face à cette nouvelle étape? Le président de la République avait évoqué dès vendredi des réponses rapides. La loi sur le séparatisme était en cours d'élaboration. On va prendre la direction du Palais de l'Élysée ce soir. On va retrouver Catherine Demangeat. Bonsoir Catherine. Emmanuel Macron tient donc actuellement toujours ce Conseil de défense. Oui, un conseil de défense qui a débuté à 18h et qui est toujours en cours. Tous les ministres présents ici ont consulté pendant 48 heures. Ils sont venus avec des propositions très concrètes et on attend d'abord, en effet, des mesures à très court terme. Ainsi, Gérald Darmanin demande l'expulsion de 231 étrangers en situation irrégulière, fiché S pour radicalisation, une mesure qui pourrait prendre effet dans les prochaines heures. À moyen et plus long terme, d'autres décisions devraient être arrêtées pour mieux protéger les enseignants qui subissent des menaces sur les réseaux sociaux, bien sûr, pour empêcher la propagande islamiste. Bruno Le Maire, lui, propose de renforcer les contrôles sur le financement d'un certain nombre d'associations islamistes. Il appartient maintenant au chef de l'État de trancher. Merci beaucoup Catherine. L'attentat commis vendredi s'inscrit dans un contexte d'atteinte à la laïcité au sein du système éducatif. Sujet parfois tabou, sexisme, homophobie, antisémitisme, prosélytisme. Certains rêvent de fragiliser le socle de nos valeurs dans des cours aussi différents que ceux d'histoire ou de sport. Voici ce soir quelques illustrations de ces tentatives de déstabilisation. Saada Soubam, Muriel Lassaga, Olivier Combes. Entre les mains de cette enseignante d'histoire-géographie, une lettre de menace reçue alors qu'elle proposait aux élèves de participer au concours national sur la résistance et la déportation. J'ai reçu une lettre anonyme me disant que justement je faisais partie de certains lobbies et accusant d'être pire qu'une collabo de 40. Des insultes adressées selon elle par un parent d'élève. Malgré le soutien de sa hiérarchie, elle s'est sentie seule dans cette épreuve. Le fond du propos m'a vraiment beaucoup atteinte. J'ai porté plainte, bien entendu, et il n'y a pas eu ni suite ni enquête. Dans les classes, il n'y a pas que l'histoire qui est niée. Les professeurs de lettres font aussi face à des contestations, parfois virulentes. On me disait, pour les dieux de l'Olympe, non, c'est faux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et qu'à partir de là, la seule chose qui comptait, c'était ce qui était écrit dans la Bible. Des élèves, 3 élèves, lors d'une sortie scolaire, qui ont refusé de rentrer dans une église. C'est donc vrai de tous les grands monothéismes. Des incidents qui donnent lieu à des débats entre les professeurs et les élèves, du temps d'enseignement pris sur les programmes, mais parfois le dialogue semble impossible.
Par exemple, un élève qui, dans une dictée, préfère avoir des points en moins plutôt que d'écrire le nom de Dieu, parce que l'élève était juive. Et que, voilà, ou des gamins qui me disent ah bah oui, mais vous nous avez parlé de la dérive des continents. Bah non, c'est Dieu qui a créé la Terre. Des tensions qui ne donnent pas toujours lieu à des signalements. L'année dernière, seul 1 millier de cas ont été recensés. Donc il y en a 7. Voilà, et sachez que le conseil départemental des Yvelines a proposé de rebaptiser le collège Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine. Il pourrait désormais porter le nom de Samuel Paty. La France avait enregistré hier plus de 32 000 contaminations en 24 heures. Et cela alors que près de 20 millions de Français étaient appelés à se plier au couvre-feu à partir de 21 h. Une mesure plutôt très largement respectée. Quelques contraventions et quelques images étonnantes d'un samedi soir dans plusieurs villes. Julien Bigard avec nos bureaux en région. Les 9 coups du couvre-feu à Lille. Dans les rues de Lyon. En passant par Paris. 21 heures passées, 20 millions de Français contraints de rentrer chez eux. Les trottoirs des Champs-Élysées se vident. La capitale se fige dans le silence. Ça change un peu, c'est parfait. Comme ça, je fais une livraison rapidement. C'est bien. Tout le monde avait donc anticipé. Les horaires des spectacles décalés pour terminer plus tôt. On va aller se coucher parce qu'il est bientôt 9 h et on commence à être fatigué là. Fermeture des restaurants précipitée aussi. À peine le dessert avalé pour les clients, il faut déjà filer. Déjà terminé ? Bah oui, malheureusement. On se dépêche de rentrer chez nous. Voilà. Faut y aller et vite. Il faut y aller, il est 20h45. On est à 5 minutes d'ici, ça va, on est large. Mais au moment de faire les comptes, le directeur du restaurant, lui, fait la grimace. Bon bah voilà, ce soir on est à 74 € de moyenne, alors que la semaine dernière on était à plus de 90 €. Vous imaginez à la fin de l'année, à la fin des 4 ou 6 semaines, ce que ça peut engendrer pour une entreprise. Maigre bouée de sauvetage pour éviter le naufrage, la livraison dans laquelle s'est lancé cet autre restaurant. C'est ça qui va peut-être vous sauver du coup. Merci beaucoup. Je l'espère. J'espère en tout cas ça va prolonger un peu notre espérance de vie. Merci monsieur, bon courage, bonne soirée. Soirée écourtée aussi, à Lyon. 21 heures passées, des rues abandonnées et des bus désertés. Là, j'ai fait un trajet quasiment à vide. J'ai pris une personne, elle a fait quelques arrêts avec moi et il n'y a plus personne. Il ne valait mieux pas trop traîner dehors sans raison. 12 000 policiers et gendarmes mobilisés pour veiller au respect du couvre-feu, comme ici à Lille. Il est 21h15. La raison, monsieur, c'est 21h. La raison de votre déplacement, c'est le fait d'être revenu de chez un ami. Je suis arrivé 10 minutes en retard, un quart d'heure, c'est le premier soir. Normalement, on n'est pas des robots. 135 € d'amende aussi à Marseille pour cet automobiliste sur le Vieux-Port. Vous étiez en train de regarder le match de l'OM. Quel match de l'OM ? Il y a l'OM qui joue ce soir, monsieur. Il est soupçonné d'avoir un peu trop traîné par passion pour le ballon rond. Je peux vous affirmer que moi et le foot, ça fait deux. En réalité, je pensais que c'était ce soir à minuit que ça devait commencer, ce soir à minuit. Le voilà prévenu, le couvre-feu rythmera la vie d'un tiers des Français pour au moins 4 semaines. Le net rebond épidémique se confirme à l'échelle de l'Europe avec des contaminations qui ont bondi de 44% en seulement une semaine. Réunion interdite entre parents et amis de foyers différents à Londres. L'Italie, qui espérait échapper au rebond, observe avec inquiétude l'augmentation du nombre de cas. En Israël, en revanche, un peu d'espoir après un nouveau confinement qui est retombé sous la barre des 2000 cas jour. Et puis regardez ces images en provenance de Chine avec la phase 3 de l'expérimentation d'un vaccin. Près de 1 million de personnes auraient déjà été vaccinés sur place. La crise sanitaire et son impact économique en France, déjà bien visible pour les plus précaires. Le gouvernement a annoncé une aide de 150 € pour les bénéficiaires du RSA et de l'APL et étendue aux étudiants ainsi qu'aux étudiants boursiers. L'urgence est déjà là. Les associations caritatives tirent le signal d'alarme. Les demandes d'aide alimentaire ont bondi. La précarité en chiffres, c'est le data de ce soir. Regardez tout cela avec Julien Duponchel. Une économie qui s'enlise et une pauvreté qui explose. C'est l'autre symptôme du coronavirus. Depuis le début de la crise, 1 million de Français a basculé dans la pauvreté selon l'INSEE. Aujourd'hui, 9 300 000 personnes vivent avec moins de 1 063 € par mois, le seuil de pauvreté. Moins de revenus et donc plus d'appels à la solidarité. Sur l'ensemble du territoire, les demandes pour toucher le RSA ont augmenté de 10% sur un an.
Parmi les départements les plus concernés, la Corrèze, plus 16,7%, le Bas-Rhin, plus 14% et la Seine-Saint-Denis, plus 11%. Autre hausse, les demandes d'aides alimentaires, plus de 8 millions enregistrées au mois de septembre, contre 5 500 000 l'année passée. Des chiffres qui devraient encore augmenter d'ici la fin de l'année, avec la poursuite des destructions d'emplois. Illustration de ce basculement, direction le Loir-et-Cher. Il y a 5 ans, Claire avait quitté Paris pour changer de vie en ouvrant une ferme transformée en lieu de réception. Mais la crise sanitaire a figé son projet, l'obligeant à faire face à une chute brutale de ses ressources. Sophie Brune, Alexis Fischer. Cela semble à peine croyable. Derrière ce cadre de vie magnifique, une certaine précarité est apparue. Il y a 3 ans, cet architecte d'intérieur achète et restaure cette ancienne ferme. Donc voilà, la salle de réception. Un lieu pour accueillir des mariages ou des séminaires. Une reconversion professionnelle longuement préparée, mais immédiatement percutée par le Covid. Tout le début du printemps jusqu'au mois de juillet, il n'y a pas eu d'activité du tout. Alors que le calendrier était plein. De 22 événements, il en est resté 9. Et 9, ça vous suffit pas pour assurer Largement pas. 9, c'est pas du tout assez quoi, pour pouvoir faire vivre la société et pouvoir vivre aussi moi. Il faut pourtant rembourser l'emprunt immobilier et payer les charges de la propriété. Alors cet été, sans revenu suffisant, elle se résout à demander le RSA. Une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée quand elle a lancé son projet. C'est vrai que c'est atypique puisque je cherche pas de travail, puisque j'en ai plus qu'il n'en faut, mais économiquement parlant, il fallait que je passe le cap. Donc là, c'est pour quelques mois et j'espère que le plus vite possible, je pourrai dire, voilà, maintenant, l'argent dont vous m'avez fait bénéficier, il y en a d'autres qui en ont besoin, donc je passe la main. Des personnes fragilisées par la crise, dans le Loir-et-Cher, il y en a de plus en plus. Le nombre de bénéficiaires du RSA a bondi de 10% en un an. Beaucoup d'entre eux étaient jusqu'alors en intérim. Là, on va faire votre contrat au plus tard demain. L'aéronautique et l'automobile, d'ordinaire très demandeurs d'intérimaires, sont en difficulté. Alors dans cette agence, les offres de postes sans qualification commencent à manquer. Manutentionnaires, des préparateurs de commandes, des agents de conditionnement, tout ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, j'ai beaucoup de personnes qui viennent nous voir par rapport à ce type d'offres et on n'en a pas énormément en ce moment. Moins d'emplois, plus de revenus. Au Secours populaire, les conséquences de la crise sont bien visibles. Dans l'entrepôt, les stocks ont fondu. Il nous reste un peu de purée, il nous reste un peu de sucre en morceaux, on a de la sardine. Chaque semaine, l'association aide 3000 personnes contre 500 l'an dernier. Les livraisons se font attendre. D'habitude, tout cet espace-là est archi-plein. Archi-plein de palettes qui montent à hauteur d'homme. On s'habitue à ne pas manger autant qu'on aurait faim. On s'habitue à ne pas aller chez le médecin. On s'habitue à garder les chaussures 2 mois de plus. On s'habitue à pas changer de vêtements. Les gens se refusent des choses parce que y a plus de possibilités financières. Clairement, vous voyez des gens devenir pauvres en ce moment. Très pauvres. Les associations craignent que la crise s'accentue cet hiver. Partons maintenant aux États-Unis, à 15 jours du scrutin. Donald Trump en campagne, notamment dans l'État de Géorgie. Ses attaques sont toujours aussi rudes. Il a harangué ce week-end ses supporters avec des bouclés Biden, bouclés Hillary. On va retrouver en direct de Washington Loïc Delamornay. Bonsoir Loïc. Il y a des États qui feront l'élection, ces États de bascule. Et la conservatrice Géorgie n'est pas du tout une formalité cette fois pour Donald Trump. Oui Laurent, et vous avez raison, on sent bien que Donald Trump est fébrile. Alors attention, il faut rester prudent, hein, rien n'est joué 15 jours avant l'élection. Mais quand même, vous venez de le dire, que Donald Trump soit obligé de faire campagne 15 jours avant le scrutin dans un État aussi conservateur et à droite que la Géorgie, ça en dit long. Je vous rappelle que Joe Biden est dans une avance historique depuis 1936 pour un candidat face à un président sortant. Alors justement ce soir, on poursuit notre grand format sur la route. Après le Minnesota, après la Pennsylvanie et le Wisconsin, on vous emmène en Géorgie, cet État très conservateur mais qui est en train de basculer à gauche avec de nouvelles générations. C'est notre Sur la route, il est signé avec Thomas Donzel et Juliette Poissonnier. Elle est réputée être probablement la plus jolie ville des États-Unis.
Savannah, célébrée pour ses places ombragées, ses riches demeures et sa douceur de vivre. Une douceur qui cache un lourd passé esclavagiste. Sur la route de la Géorgie, nous entrons dans le sud américain, dans un État traditionnellement très conservateur et qui fut longtemps l'un des plus racistes du pays. Mais comme la plupart des villes américaines, Savannah est désormais dirigée par la gauche démocrate et ces nouvelles générations amènent un changement de culture. Nous rencontrons Ty Pleasant, un Afro-Américain de 21 ans qui travaille dans ce café branché de la communauté homosexuelle. Je suis né ici, ce sera la première fois que je peux voter pour une présidentielle. Et j'espère que ça fera une différence pour faire de vrais changements structurels auprès de plein de gens qui étaient rabaissés. À l'image de la Géorgie, Savannah est aujourd'hui à la croisée des chemins, avec un pied dans le passé, comme avec ce monument du 19e siècle qui honore les soldats confédérés, c'est-à-dire ceux qui se sont battus durant la guerre de sécession pour maintenir l'esclavage. Et la ville a maintenant un pied dans l'Amérique moderne avec cette statue qui rappelle la tragédie de l'esclavage, surtout quand on sait que c'est exactement ici, sur ce quai de Savannah, qu'étaient débarqués les esclaves acheminés par bateau d'Afrique. Direction Atlanta, capitale de l'État et 60% de sa population. Jay Hammond et Royce Mann ont 19 ans. Ils vont aussi voter pour la première fois et sont déjà dans le combat politique. Ils sont en train de faire changer le nom de leur ancien lycée. Henry Grady était une figure politique locale et un journaliste. C'était un raciste et suprémaciste blanc. Il disait « La réussite économique d'Atlanta est basée sur la domination que nous imposons à la race nègre. » Alors on a fait des pétitions auprès du rectorat. Le principe du changement a été acté. Le lycée pourrait être rebaptisé du nom d'une journaliste militante noire. L'évolution apparaît aussi au cœur des maisons. Dans cette banlieue chic et blanche d'Atlanta, nous allons dîner chez la famille Evans. Chase, le fils, est en couple avec Imani, une Afro-Américaine, une première dans la famille. Jusqu'en 1967, c'était illégal, on serait allé en prison. De mon temps, ça n'arrivait pas. Moi, ma famille ne l'aurait jamais accepté. J'ai demandé à mon fils, comment s'appelle ta petite amie? Il m'a répondu Imani. Je vais, oh, elle doit être étrangère. Il m'a répondu, non, elle est d'ici, de Géorgie. Ah, super. Avant le premier dîner, ma mère m'a prévenue. Ils seront gentils avec toi parce que c'est la politesse du Sud, mais c'est en façade. Sitôt la porte fermée, ils penseront peut-être différemment.